Et voilà, nous démarrons avec un retard de quelques minutes. Veuillez nous excuser. Bonjour à tous, le 13h sur Canal 3 Bénin. Dans les titres, ils ne prennent pas la compétition à la légère. Les centrales et confédérations syndicales en lice pour les élections professionnelles nationales se préparent activement. Nous ferons dans ce journal un tour à la Bourse du Travail pour prendre le pouls des préparatifs en cette veille des élections professionnelles prévues pour se tenir le 24 janvier 2021. C'est un acte pris lundi dernier et il est entré en vigueur hier mardi sur le territoire du Zou. Il est interdit de consommer la chicha dans les lieux publics. Décision du préfet. Les promoteurs des bars sont tenus de la respecter, cette décision, pour ne pas s'exposer aux sanctions. Vous entendrez Firmin Couton, l'auteur de l'arrêté. Et puis, après les fêtes de fin d'année, l'activité économique a repris, mais de façon timide. Au marché d'Antokwa, pas d'affluence dans les points de vente. Les usagers tentent d'expliquer le phénomène. Les autorités de la Sogema, elles, annoncent de belles perspectives. Dans ce journal, avec Clément Tchadé et Deon Kwevi, nous ferons une toute petite incursion dans l'un des plus grands marchés de la sous-région. En cours de journal, nous allons revenir sur cette actualité, la tenue prochaine, à la date du 24 janvier, des élections professionnelles. On vous emmènera faire un petit tour du côté de la Bourse du Travail, où vous verrez les secrétaires généraux des centrales et confédérations s'activer. Lancée le 20 décembre 2020 sur l'ensemble du territoire national, l'opération d'enrôlement biométrique de certains citoyens a pris fin hier mardi. Sont concernés les Béninois qui auront 18 ans révolus à la date du 11 avril 2021, jour du premier tour du scrutin présidentiel, et les personnes préalablement omis. On recevait en invité sur Actu Matin mardi Thomas Nyombo, membre du bureau du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. Il fait ici le point des 17 jours d'enrôlement. L'étape d'affichage du fichier électoral national, c'est elle qui a démarré depuis le 20 décembre. Voilà. C'est la première fois qui a démarré, en principe, en réalité. Et donc cette phase étant terminée, et où il a s'agi quand même que les gens aillent consulter de nouveau leurs données, pour voir entre-temps s'il y a des corrections à faire, pour voir entre-temps si on peut faire un transfert du centre de vote. Et donc cette phase terminée, il est resté une grande phase qui a été celle d'aller enregistrer à nouveau les nouveaux majeurs, les omis, et d'autres qui ont été réhabilités par la Cour. Et donc, c'est cette phase que nous avons démarré depuis le 20 décembre, où on a constaté beaucoup d'engouement. Le Conseil a été obligé de prolonger cette date d'environ 3 jours. L'enrôlement finit aujourd'hui. Sur le terrain, on a constaté quand même que il y en a qui disent que des fiches manquent. À quoi cela est-il dû? Oui, c'est bien normal, ce que j'étais en train d'expliquer. Il y a d'abord que l'engouement, mais aussi que nos populations, on attend toujours les derniers moments pour aller se faire enregistrer. Et donc les gens sont restés pendant près de 10 jours avec les fiches et ils ne viennent pas. C'est en ce moment-là qu'ils arrivent massivement. Et puis, il y a une phase qui a manqué. Donc les gens, quand ils vont, parfois, ils donnent son nom, il veut se faire enregistrer. Il n'a pas consulté en tant qu'il a son nom déjà dans le fichier. Il va, et la première des opérations, quand vous allez vous faire enrouler, c'est d'abord qu'on prenne toutes vos identités sur ce papier, sur cette fiche. Et donc on prend, c'est au moment où on veut vous enregistrer, on veut vous prendre une photo, tout ça là, qu'on constate qu'en réalité, vous êtes déjà enregistré. En temps, la fiche est déjà gâtée. Voyez. Donc il y a eu assez de pertes de fiches. Donc ce qui a fait que de temps en temps, il y a eu manque, mais que ça n'a jamais duré. Chaque fois qu'on a été interpellé par les gens du terrain qui en manque, rapidement, nous essayons avec la NT de pouvoir à ces manques-là. Est-ce que c'est ça qui a valu cette sortie du président de Coslepi qui a mis en garde ceux qui vont faire de la pagaille sur le terrain et tout? Oui, quand on finit comme cela, je vais le dire, à coup sûr, il y aura des doublons. Oui. Des gens qui vont se retrouver quand même 2 ou 3 fois dans le fichier. Donc il y a cette étape qui consiste à faire le déblonnage. Donc il faut essayer de traiter correctement ce fichier-là. Et quand on finit de traiter, ça c'est un travail à l'interne au niveau de l'ANT. Si on finit de faire ce traitement,
eh bien, il faut afficher, selon la loi, si vous finissez, il faut encore afficher la liste pour voir effectivement s'il n'y a pas encore d'autres qui ont été enregistrés, mais par mauvais traitement, peut-être le nom a encore disparu. Et donc il y a encore cette phase d'affichage, cette fois-ci du fichier électoral. Donc si on finit cette phase, c'est toute l'étendue du territoire national. Toute l'étendue, on va le faire, et qui ne va plus durer, on ne va plus faire, bon, parce que nous sommes aussi pris par le temps, mais nous respecterons quand même tous les délais légaux en cette matière. Et donc il faut finir cette phase et reconfectionner maintenant la liste définitive que nous allons remettre à la Sénat. Voilà. Vous retenez donc que l'opération d'enrôlement est bouclée depuis hier, mais le processus d'actualisation du fichier électoral se poursuit. Il n'est désormais plus possible de fumer la chicha dans les lieux publics dans le département du Zou. La décision émane du préfet. Elle est entrée en vigueur le 5 janvier 2021. Les promoteurs de bars, restaurants, boîtes de nuit et débits de boissons sont priés de la respecter au risque de voir leur espace fermé. L'autorité préfectorale entend ainsi réglementer la vie en communauté, l'harmonie et surtout le respect des libertés individuelles. Suivez ici les propos du préfet Firmin Aimé Couton. Il est interviewé par Imet Hélène Amoussou. À des plaintes que nous avons reçues, des plaintes récurrentes que nous recevons de certains de nos administrés, de ce que dans les lieux de repos, de réjouissance, parfois, il n'est pas rare de voir des jeunes qui commencent par consommer de la chicha à côté, avec dégagement de fumée, une quantité importante de fumée, et qui les empêche parfois de rester dans le même lieu que ceux qui consomment la chicha. La décision ne vise pas à interdire la consommation de la chicha. Il ne me revient pas de dire personne ne va consommer de chicha au Bénin. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la consommation de la chicha dans les lieux publics. Parce que tous ceux qui sont là ne consomment pas la chicha. Et quand on dit chicha, vous savez de quoi je parle. C'est la fumée, la quantité de fumée que ça produit là, qui dispose les gens. Ces populations qui se plaignent, qui sont mes administrés, moi j'ai l'obligation, en tant qu'autorité chargée de la police administrative, d'assurer la protection individuelle des gens, la liberté de chacun. Et nous devons savoir dans tous nos comportements que là où commencent nos libertés individuelles, là, que ça doit pouvoir s'arrêter quelque part et la liberté d'autres personnes doit pouvoir commencer à partir de là. C'est-à-dire de façon simple que autant que nous sommes, nous devons respecter la liberté individuelle de chacun. Nous ne pouvons pas dire nous sommes en groupe, chacun va faire ce qu'il veut. Ça, c'est ce que tout le monde ne comprend parfois ça dans ce pays. Certains qui vont dans les mêmes coins, dans les mêmes milieux que pour se reposer. Par exemple, les restaurants, les bars, les débits de boissons, les boîtes de nuit, où les gens sont allés pour se reposer, pour se divertir. Mais un groupe, parce que se disant consommateur de la chicha, et qui doit pouvoir faire ce qu'ils veulent, se mettre à consommer de la chicha, et avec de fumée qui embrase tout le milieu. Ce n'est pas bien. Alors, si autant qu'ils ont envie de consommer de la chicha, ils doivent se mettre là, ils vont le faire pour ne pas indisposer le grand groupe. Les promoteurs de ces centres-là, les bars, les débits de boissons, les boîtes de nuit, tout lieu de rassemblement, si vous êtes promoteur, on veut faire quelque chose, vous rassemblez du grand monde, vous devez veiller à ce qu'il n'y ait pas ce genre de comportement. À défaut de prendre cette disposition, nous allons fermer votre centre. C'est aussi simple que ça. Si le responsable du centre n'est pas en mesure d'interdire dans le public la consommation de la chicha, après avertissement, mise en demeure, nous allons fermer son centre. On a ce pouvoir-là.
Et voilà, dans plusieurs villes du Bénin, la consommation de la chicha est entrée dans les habitudes, notamment dans le rang des jeunes. Ils ignorent sans doute les nuisances auxquelles ils s'exposent. Allons-y maintenant comprendre ce que c'est que la chicha, ses effets sur la santé du consommateur et des personnes exposées à la fumée qui se dégage de son utilisation. Augustin Faton est spécialiste des questions de santé et directeur exécutif de l'ONG Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme. Il présente ici l'envers du décor. Augustin Faton était l'invité du 13h d'hier mardi sur Canal 3 Bénin. En fait, c'est du tabac, c'est du tabac synthétisé et plus que du tabac, c'est de la drogue. C'est-à-dire que nos enfants consomment devant nous de la drogue sans qu'on ait de possibilité de contrôler parce qu'on dit que c'est des arômes, on dit que c'est des produits, que ça n'est pas nocif, alors que les études supervisées, contrôlées par l'Organisation mondiale de la santé ont bien montré la nocivité, la dangerosité et l'effet dépendogène de la chicha sur l'organisme humain. Donc, c'est clair que c'est un produit toxique. Et les études ont également montré que une séance de chicha correspond à près de 200 tiges de cigarettes. Ce qui fait que les gens s'adonnent et continuent, c'est l'accoutumance due à la nicotine. La nicotine crée la dépendance. Comme dans la cigarette, la nicotine dans la chicha crée la dépendance. Alors vous devenez accro au produit et puis vous consommez sans plus jamais vous arrêter. Voilà, c'est un peu ça. Et vous avez les arômes qui donnent l'impression qu'on a un goût, on a une satisfaction et on cherche à augmenter. Et puis vous allez voir tous ceux qui consomment, plus tard, vont chercher à augmenter la satisfaction. C'est plus dangereux que même la cigarette. Sinon, celui qui consomme la chicha court le même risque que celui qui consomme la cigarette. Voilà, donc vous finirez forcément par un cancer. C'est clair. Les spécialistes de la santé vous diront que oui, mais ça détruit le corps dans son entièreté et ça a les mêmes effets que ce produit par la cigarette sur le corps humain. Là où c'est encore plus dangereux au niveau de la chicha, plusieurs personnes se servent du même dispositif. Et nous savons que les hépatites sont là. Il y a d'autres problèmes de santé qu'on distribue comme ça. Hein. On se distribue les problèmes de santé. C'est après les séances de chicha qu'ils vont faire du braquage, qu'ils vont faire du n'importe quoi. Parce que dans le dispositif, ce n'est plus seulement de la nicotine synthétisée qu'on met, mais aussi de la drogue. Et c'est suite à tout ça que les gens vont commettre des forfaits, ils vont faire du désordre. L'environnement dans... Et voilà, c'était hier à 13h sur Canal 3 Bénin. Eh bien, cette information et cette actualité, ça bouge beaucoup ces jours-ci à la Bourse du Travail à Cotonou. Nous sommes à quelques semaines des élections professionnelles nationales. Les travailleurs sont invités à procéder le 24 janvier prochain à la désignation des centrales des confédérations syndicales les plus représentatives. En cette période, les secrétaires généraux responsables de ces centrales et confédérations syndicales en lice pour le scrutin, au total 8, s'activent. En attendant, le 24 janvier, la campagne bat son plein et les débats tournent notamment autour du mode de scrutin retenu par le gouvernement, à savoir le vote électronique. Nagui Balagwe, Elvis Tonoua. Bureau, fermé, couloir, désert et silence radio. C'est un calme plat des jours habituels qui régnait sur la Bourse du Travail ce mardi 5 janvier 2021. Mais un calme qui cache mal l'ambiance réelle en cette veille des élections professionnelles. Dans le starting block, un peu moins d'une dizaine de centrales et confédérations syndicales prétendant à la représentativité. La course est bien lancée. Les élections professionnelles, qu'est-ce qu'il faut? Les élections professionnelles, précisément nationales, permettent aux travailleurs de désigner les ou la confédération centrale la plus représentative qui va porter la voix des travailleurs auprès du gouvernement autour de leurs différentes revendications. On mesure l'audience de chaque centrale et confédération syndicale, on mesure le poids, si je peux parler ainsi, de chaque centrale et confédération syndicale pour voir si elle est habilitée à représenter les travailleurs et le poids qu'il faut avoir, si je peux parler ainsi, pour représenter les travailleurs, c'est 20% des suffrages exprimés aux élections professionnelles. Le débat ne doit pas être un débat de personne, ce qui est querelle de personne, parce que ça a déjà commencé à prendre ses relents, de débat de personne. Il faut, n'est-ce pas, aller
faire les travailleurs défendre, n'est-ce pas, avec ses armes, se battre avec ses armes, hein, et proposer des choses qui n'ont pas peut-être été faites, et dire ce qu'on a fait, convaincre pour que les travailleurs puissent vous faire confiance. Donc, les attentes, c'est cela, la capacité de l'organisation à pouvoir défendre les travailleurs, à pouvoir faire des efforts pour que le quotidien des travailleurs, n'est-ce pas, s'améliore. Objectif 20% et tout le monde se bat, les yeux rivés sur l'enjeu. Et sur le terrain, des offres différentes pour autant de styles au choix d'un électorat qui sans nul doute tiendra compte de l'état actuel de la lutte syndicale et des changements attendus. Nous sommes 7 et l'État demande, le décret qui est sorti demande 20% pour être représentatif. Maintenant, quand on va finir les élections, on verra le premier, le deuxième, ainsi de suite. Mais compte tenu de la représentativité de chacun, compte tenu du nombre d'électeurs et de militants que chaque confédération comporte. Il faut élire des centrales dont les responsables sont courageux, sont capables devant le gouvernement de défendre ces revendications-là. Élire des responsables syndicaux qui ne sont pas corruptibles, qui ne sont pas capables d'aller compromettre les revendications des travailleurs. Les travailleurs pensent aujourd'hui que le syndicat n'est plus... Le syndicat n'est plus ce qu'il a d'habitude été. C'est vrai. Ce qui se passait, c'est l'approche qu'on avait. On attend de voir le syndicat dans un conflit, dans un affrontement avec le pouvoir. Mais avec les réalités du terrain, le syndicat fait un peu sa mue et ça fait un peu preuve de résilience. Il fait preuve de résilience. Et c'est cela, ce défi, faire preuve de résilience, tenir compte des réalités qui sont les nôtres pour atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés, la défense des intérêts des travailleurs. Le débat promet donc d'être riche avec un partage, une inquiétude liée au mode de scrutin. Le gouvernement a décidé, ce sera le vote électronique et réalisme pour réalisme, en fait avec. Cette fois-ci, c'est une élection électronique où chacun pourra voter sur son ordinateur ou son portable ou son iPad. C'est la première fois. Nous avons un peu d'inquiétude, mais nous, au niveau de la CSA, nous savons prendre les inquiétudes pour des opportunités. Nous sommes en train de ratisser l'âge pour que nos camarades puissent voter en masse. On ne peut pas dire que ce vote est un vote, ce type de ce mode de scrutin est le parfait qu'il soit. Parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut trouver à redire. Parce qu'ici, c'est des hommes qui sont à la manœuvre, hein, des techniciens qui sont à la manœuvre. Et on peut dire il est possible qu'il y ait des manipulations. Mais si la société à laquelle on confie, n'est-ce pas, qui est en charge d'organiser ce vote, fait bien son travail et ne se mêle pas et livre les choses comme on doit les livrer, les résultats comme on doit les livrer, on va féliciter le gouvernement parce qu'on aura au moins des résultats qui sont des résultats et qui sont fiables. Étant donné que c'est une option du gouvernement et que c'est le gouvernement qui est appelé à organiser les élections professionnelles, nous sommes tenus de nous soumettre. Mais nous avons exprimé nos inquiétudes. Nous l'avons exprimé au niveau du comité électoral national. Nous l'avons exprimé également au niveau devant Madame le ministre du Travail et de la Fonction publique, qui nous a rassurés de ce que les dispositions sont en train d'être prises pour pouvoir pallier à ces difficultés, à ces inquiétudes que nous avons soulevées. Et par rapport à ça, au niveau de l'UNSTB, nous travaillons dans le sens, et d'ailleurs comme toutes les confédérations, nous travaillons dans le sens de participer à cette élection avec cette innovation. Et la CSTB surtout fait constater que le vote électronique ne peut pas être organisé au Bénin. Parce que, le vote électronique n'était pas prévu dans les textes. Et on ne peut pas changer les règles du jeu au cours du jeu. Pour l'heure, la campagne bat son plein. Sur le terrain, les opérations de charme se multiplient. Au total, 7 centrales et confédérations syndicales ont pris date pour le 24 janvier prochain. Laquelle l'emportera, bien malin, qui pourra le dire.
Merci à vous, Nagui Balagui. Les fêtes de fin d'année sont passées, l'activité économique redémarre et ce, de plus belle au marché d'Antokwa. Le commerce a repris avec une certaine timidité, pas d'affluence dans les points de vente. Les usagers tentent d'expliquer le phénomène. Pendant ce temps, les autorités en charge de la gestion du marché annoncent et promettent de bonnes nouvelles pour 2021. Zoom sur la reprise des activités commerciales à Dantokwa. C'est un reportage signé Clément Tchadé et Deron Pevi. Après les dernières opérations de vente et achat de fin d'année, voici le nouveau visage que présente le marché international d'Antokwa. En cette matinée de mardi, les commerçants et commerçantes du grand marché international font le toilettage avant le démarrage proprement dit des activités pour le compte de la nouvelle année. Si les baraques et hangars sont vides par endroits, des boutiques sont ouvertes à d'autres mais sans l'affluence habituelle. Un casse-tête pour les commerçants. Bon, pour le moment, nous voyons, après les fêtes, où même vous pouvez constater le marché est vide pratiquement. C'est bon, beaucoup sont allés certainement très loin fêter. On attend d'ici demain ou après-demain pour pouvoir faire un constat. Avant, à l'approche des fêtes, on avait la ferme assurance de vendre les marchandises afin de payer nos dettes, mais cette année, ce n'est pas le cas. Les clients ne viennent plus acheter. Je fais des prêts afin de trouver l'argent de transport pour me rendre au marché, espérant vendre et rembourser. Mais tel n'est pas le cas. La veille de Noël précédente était mieux comparativement à cette veille de Noël de cette année. Pas assez de clients en période de fête là, mais pas mal. Chaque jour quand on vient, ce qu'on doit gagner là, on le trouve. Donc on doit remercier le bon Dieu. On n'ouvre pas et fermer la boutique pour dire ah aujourd'hui nous sommes arrivés sans rien gagner. Non, ça jamais. Toujours nous sommes là. Dès que la fête est finie là, nous on a commencé en même temps. Dès le premier même, nous sommes déjà au marché pour eux. Et parce qu'il y a certains gens qui n'ont pas trouvé l'occasion pour venir les 30, les 31. Donc c'est à partir du premier, le 2, ainsi de suite qu'ils peuvent avoir l'occasion pour venir. Cette mévente s'explique par le faible pouvoir d'achat des usagers après les traditionnelles dépenses des fêtes de fin d'année, mais aussi les conséquences de la crise mondiale liée à la pandémie Covid-19. La période des fêtes, bon, la santé y est d'abord. Seulement l'affluence de tous les jours, nous n'en avons pas depuis un certain temps, vu la crise économique mondiale, même sociale et ou sanitaire, comme tout le monde le constate. Donc ça va, à part ça, bon, le commerce, on essaie de faire avec. Vous savez, il y a plus de vendeurs aujourd'hui aussi que d'acheteurs. Bon, on ne peut que dire merci à ceux qui viennent. Bon, mais il n'y a pas une grande affluence, mais on essaie de faire avec. Les autorités de la Société de gestion des marchés autonomes, SOGEMA, sont bien conscientes de la situation qui, selon elles, est loin d'être une première. Le directeur général se veut rassurant et promet de bonnes nouvelles aux usagers du marché d'Antokwa quant à leurs conditions de vie et d'activité commerciale en 2021. Nous voudrons profiter donc de votre micro pour rassurer les uns et les autres que la SOGEMA reste et restera à l'écoute des usagers au jour le jour. Nous sommes là pour répondre quotidiennement des préoccupations de nos usagers, puisque nos premiers partenaires, ce sont nos usagers. Et donc je voudrais les rassurer que durant cette nouvelle année, tout au long de cette nouvelle année, nous sommes disposés, disponibles à répondre à leurs préoccupations quotidiennement. Chez certaines commerçantes, l'heure est au bilan de l'année écoulée avant de se projeter sur l'année commerciale 2021. 2021, année d'espoir et de grands changements selon ces dernières. La vente pendant la période des fêtes au cours de cette année, ça s'est bien passé. On remercie Dieu. Après les fêtes, là, le samedi, là, on a vendu. Les gens sont venus massivement. On a vendu. Mais le lundi, là, nous, on n'était pas ici. C'est aujourd'hui qu'on est venu. Oui, je suis rassurée. Ils viendront. C'est l'occasion pour nous d'inviter tous nos clients à venir chez nous.
Je demande à nos autorités de nous venir en aide car, espérons beaucoup de nos dirigeants, nous rendons grâce à Dieu et au président Talon car c'est grâce à sa chance nous arrivons à joindre les deux bouts. Actuellement, aujourd'hui, nous sommes au 5. La fête, ça s'est bien passé, pas mal, mais les activités, nous tous on sait que ça va évoluer parce que nous sommes rentrés dans le nouvel an. Donc, par la grâce de Dieu, Inch'Allah, ça va évoluer. Seulement que le marché n'a pas de mouvement, quoi. La Sogema profite de cette pause pour rappeler aux usagers la fin des travaux de construction des marchés modernes dans plusieurs villes du Bénin. Un ambitieux projet du gouvernement dont la première phase fait déjà école dans la sous-région. Je ne voudrais pas la suite vous rassurer que la Sogema est toujours omniprésente dans les marchés pour gérer au quotidien les problèmes, les différents problèmes issus donc du marché et gérer également les problèmes liés à l'assainissement. Le gouvernement a déjà tout prévu, nous ne sommes que les bénéficiaires et notre souhait c'est de prier pour la continuité, parce qu'on ne chante pas une équipe qui gagne, c'est de prier pour la continuité pour que les femmes puissent véritablement se retrouver dans ce nouveau marché sous peu. Et courant cette année, nous prions également pour que la seconde phase puisse démarrer, pour que toutes les femmes, tous les commerçants de nos marchés respectifs puissent se retrouver dans de nouveaux marchés pour continuer les activités. Vaille que vaille, acheteurs et vendeurs du marché international d'Antokpa ont repris les activités commerciales malgré la faible affluence au lendemain de la fête du Nouvel An. En attendant le grand nombre, le petit commerce tourne, mais au ralenti. Dans un instant, vous suivrez dans ce journal un élément magazine sur les murs de très grande taille, et ce dans le plateau d'Abomey avec Imet Hélène Amoussou. Avant, nous allons retrouver le directeur général de la Sogema. Et là, on reste dans le plus grand marché du Bénin, des cas de fraude avec à la clé des installations clandestines de commerce, des recouvrements de fonds non versés dans les caisses de la Sogema. C'est le constat amer fait par la direction de la société de gestion des marchés autonomes et le commissariat spécial de Dantokpa suite à une descente inopinée effectuée dans la journée d'hier mardi. Invité sur notre matinale Actu Matin de ce mercredi, Armand Gansset, directeur général de la Sogema, s'est expliqué. Il est revenu sur les manœuvres frauduleuses opérées par les usagers du marché, parfois en complicité avec les agents de la Sogema. Suivons ses propos. Avec le commissaire de Dantokpa, nous avions effectué une descente inopinée dans le marché hier pour contrôler les choses, reprendre la dimension des choses. Mais dans cette descente, au cours de la descente, nous avons constaté, on a fait des constats très amers. Wow. Très amers, aussi bien au niveau de nos agents, que je qualifie d'indélicats, qu'au niveau des usagers également. Et donc, nous avons pris des dispositions pour pouvoir pallier rapidement ces situations. Les usagers ont pris d'assaut les terre-pleins centraux, les abords donc, des voies. Et il y en a qui ont carrément obstrué les voies. Et donc, des situations que nous combattons au quotidien. Parce que lorsqu'il n'y a pas une fluidité au niveau de la circulation, on se livre au cas de braquage. Les petits voyous dérangent les gens dans le marché. Alors, si on laisse les petits voyous déranger les gens dans le marché, les clients fuient les marchés. Donc, on a constaté que les gens ont pris d'assaut les terre-pleins centraux, notamment la zone station Legba jusqu'à la pharmacie thérapie. Vous allez constater qu'il y a du monde, qu'il y a de l'affluence là. Alors que tous ces usagers ont leur emplacement dans le marché. C'est ça. Vous voyez? Et puis, ce qui nous dérange, c'est que très souvent, ce sont des responsables locaux qui les positionnent, ces endroits-là, contre des pitances. Wow. Ouais, donc, avec le commissaire, on a commencé un travail. Il est vrai qu'au niveau donc, du commissaire d'Antokpa, il y a un problème d'effectifs. Ils étaient entre-temps 44. Malgré les 44, il y avait un point d'effectif. Aujourd'hui, ils sont à 37. Et étant donné que le commissaire d'Antokpa, c'est ce commissariat qui accompagne la Sogema dans le cadre donc, de la sécurité et de la régularisation des situations. Dans le marché, nous avions écrit au ministre de l'Intérieur pour solliciter donc, de sa part un appui
en effectif au niveau du commissariat d'Antokwa. C'est le lieu pour moi de remercier aussi le ministre parce qu'après, à la suite donc de notre écrit, il nous a envoyé certains membres de son cabinet qui sont allés nous voir pour faire les mêmes constats avec nous. Donc nous attendons la suite. Merci beaucoup de nos agents. Nous constatons que malgré les mesures qui sont prises à leur encontre, les agents continuent donc de saboter la Sogema. Parce que le fait de se livrer à la concussion, d'installer anarchiquement et clandestinement les usagers, sans recevoir l'accord préalable de la Sogema, c'est une manière de frauder, c'est une manière donc de contribuer au non-développement de la Sogema. Et donc, nous avons constaté hier qu'il y a des agents qui reçoivent de l'argent dans le marché, mais qui ne reviennent pas les verser à la Sogema. Avec le commissaire, on a situé les responsabilités et d'ici là, vous verrez les dispositions que nous allons prendre à cet effet. Ce journal se poursuit avec ce magazine, notre magazine Découverte. On les appelle à Roro. Ils sont des murs d'une taille impressionnante. Pour les voir, il faut vous rendre sur le plateau d'Abomey. Des constructions imaginées par les rois du Dahomey. Ce sont des masses de terre rougeâtre qui donnent une apparence naturelle, mais qui sont couverts de mythes. Le magazine qui va suivre nous plonge dans le secret. Imet Elena Moussou a rencontré des personnes qui nous content l'histoire de la construction des Aroro. C'est parti pour environ 7 minutes. Il se dresse majestueusement sur le site des palais royaux d'Abomey, jadis cœur du pouvoir du royaume de Dahomey. Ces romus impressionnent par leur hauteur. Ils attirent par leur couleur, propriété de la latérite, roche dont regorge le sol du plateau d'Abomey, et matière première entrant dans la construction de ces murs appelés Aroro en langue locale Fongbe. Infranchissable. Aroro assure protection et sécurité aux palais royaux, résidence privée des souverains et prétendants désignés au trône. Aroro cerne le palais du roi, c'est-à-dire que le palais du roi est infranchissable, raison pour laquelle on a fait les murs très très élevés. Ce ne sont pas les murs intérieurs, les murs intérieurs ont des hauteurs normales, mais les murs de clôture, c'est à Roro, qui ne permettent pas à n'importe quel individu d'escalader. Donc à Roro a une hauteur au minimum de 6 mètres. Son épaisseur de base était de 1,5 mètre, qui diminue au fur et à mesure vers le haut. Aroro dont on parle est une invention de nos ancêtres. Sa hauteur avoisine les 4,50 mètres. Personne ne peut le franchir. Il y en a aussi de moins grands. Seul le roi avait prérogative d'en faire la demande, de prendre les dispositions y afférentes avant d'autoriser sa construction aux familles qui détiennent le savoir-faire. Pour construire à Roro, il faut consulter les entrepreneurs d'autrefois. Le roi avait des entrepreneurs qui travaillaient spécialement pour les palais royaux. On les invite de Boli, Tanta, Boli, voilà, les familles Tonjo et les familles Achaka. Dans un autre village, Mbega par exemple, il y a le quartier Sozou de Mbega. On invite les familles Aoi de Sozou. Et ces familles-là arrivent pour étudier la terre pendant près d'une semaine avant de trouver où on va creuser le trou du mur. Et quand on a trouvé la bonne place pour creuser la terre, l'entrepreneur invite ses compagnons et ils s'alignent. On creuse et on ramasse la terre dans des paniers qu'on appelle achakpé. Et le premier plan, il donne au deuxième, le deuxième donne, le achakpé passe de main en main pour arriver à la place où on veut construire. C'est là qu'on va pétrir la terre maintenant. Et quand on pétrit la terre,
on commence à monter les murs. Il y a les sortes de télliens et de l'huile usée qu'on trouve dans les scelleries, ce qu'on appelle amitosson ou bien tekun. Ces huiles-là arrivent pour la fondation. Les murs qui commencent de la fondation jusqu'à 2 mètres reçoivent les tekun et quelques débris de télliens aussi. Après la base, on peut prêter avec n'importe quelle terre. La réalisation de ces édifices requiert la connaissance de quelques notions propres à la façon de construire ces murs. La procédure relève d'un art traditionnel. On creuse et on récupère de la latérite en quantité suffisante qui est ensuite pétrie à l'aide des pieds, des mains et de la daba. Comme matériel de travail, nous utilisons nos mains pour construire et crépir. Les yeux nous servent d'équerre et de niveau. C'est ce dont on a hérité. Alors, ces vestiges, témoins de la maîtrise de la maçonnerie ancestrale, tiennent encore debout. Ce pan de mur de l'étage du roi Akaba dans son palais privé en est un exemple. Au musée Ouéronji, des blocs de terre ont bravé le temps et les aléas climatiques pour raconter aux visiteurs l'histoire tricentenaire du royaume de Dahomey. De nos jours, rien n'a changé dans la pratique de cette maçonnerie traditionnelle léguée de génération en génération. Sauf que le ciment entre désormais dans la composition des matériaux utilisés, ceci pour accélérer l'assèchement du mur. Par le passé, le travail se faisait durant des mois. La main-d'œuvre était essentiellement composée d'esclaves. Aujourd'hui, nous ajoutons du ciment au sable pour faciliter un assèchement rapide. Les murs sont naturels, mais sont des murs de protection. Ce qu'il faut enterrer dans la fondation avant de commencer les murs. Donc le roi, s'il finit de faire, les entrepreneurs aussi, avant de commencer, offrent de la boisson et autre chose que je ne peux pas vous dire, avant de commencer la pose des murs. Et c'était réellement mystique. Dans la cité des Ouégbadjavi, nombre de ces murs tiennent encore debout, défiant ainsi la maçonnerie moderne. Ils rappellent l'ingéniosité architecturale dont peut se vanter tout descendant des souverains du Dahomey. Et voilà, merci à vous, Imet Elena Mousso, pour ce grand reportage. C'était le 13h chez vous. Merci de nous avoir suivis à 19h ce soir. Votre programme 90 minutes au Bénin avec Herman Aniamboussou et ses invités. Dans cette émission à 19h30, il marquera un arrêt pour le journal de la rédaction avec Ulrich Gaba. Passez un très bel après-midi sur Canal 3 Bénin et canal3télévision.com. Bonne suite de journée.